deux piliers de ce projet, c'était donc bien cette sectorisation et puis la fidélisation aussi des professionnels comme moyen de stabilisation et de réussite à l'accompagnement. Alors, notre philosophie tourne autour de l'autonomie à la liberté. Donc le droit à aller et venir, le droit au risque, le droit à la reconnaissance à toute existence, quelle que soit sa fragilité, et le droit au choix. On intègre la notion de domicile au centre du projet global. On met en place des activités rémunérées pour les résidents. À l'aide sociale, ils n'ont malheureusement que 100 € par mois et qu'ils viennent de la psychiatrie ou de l'errance, ils sont en général gros fumeurs et 100 € par mois, ça ne leur suffit pas. Donc ils peuvent travailler dans l'institution et toucher une rémunération de l'ordre de 65 € mensuels. Et enfin, une des caractéristiques aussi, c'est une procédure d'adaptation progressive. Et ça, c'est général, je dirais, à nos lits de psychiatrie et nos lits de l'errance. Bon. Donc nous avons 5 unités de vie. L'unité Magalon qui comporte 31 personnes et sans pathologie ni signe particulier. L'unité Saint-Joseph qui a l'accueil 53 personnes souffrant de maladies neurodégénératives type Alzheimer avec un secteur fermé de 24 lits, un PASA. Une unité Saint-Richard de 47 personnes issues de la psychiatrie, donc c'est ce qu'on pourrait qualifier des vieux chroniques stabilisés et qui présentent une dépendance physique. L'unité Saint-Benoît qui elle, 66 personnes issues du secteur de la psychiatrie et eux qui sont particulièrement jeunes et actifs. Et enfin l'unité Saint-Roch, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Une unité de 34 personnes issues de l'errance ou de la marginalisation aussi à domicile, parce que c'est des situations qui existent. Notre approche, elle se veut bien entendu pluridisciplinaire, avec intervention de psychologues salariés, orthophonistes libéral, animateurs, médecins co, chefs de service, et bientôt avec l'ouverture du PASA, psychothérapeute et psychomotricien et ergothérapeute. Nos équipes sont fixes sur les unités de vie et elles sont formées spécifiquement à la population qu'elles encadrent. En dehors de quelques obligations de type formative, de type AFGSU qui sont transversales, les personnes qui accompagnent les résidents atteints de troubles neurodégénératifs auront des formations spécifiques sur la communication non verbale et les spécificités de ces maladies neurodégénératives. Vous avez pu voir tout à l'heure, on a pour 245 résidents, on n'a que 110 salariés, mais on sous-traite à la fois la restauration, la totalité du bio-nettoyage et tout le traitement du linge. Donc on a à peu près une 60aine de salariés par les prestataires extérieurs. Notre volonté aussi, c'est compte tenu du paysage très différent et des spécificités très, très marquées des résidents qu'on accueille par unité, c'est de créer des filières, notamment filières psychiatriques, filières neurodégénératives, et puis le champ de l'errance. Donc, et dans le cadre de notre deuxième convention tripartite, on a mis comme objectif une augmentation importante de conventions avec des partenaires extérieurs pour pouvoir à la fois s'appuyer sur leurs compétences et en même temps créer, comme je vous l'ai dit, des filières pour le parcours de soins, mais soins au sens large, parcours d'accompagnement. On préfère cette formulation. Alors, l'accueil des exclus. Chaque unité de vie a son propre projet de service. Ces projets de service, bien sûr, trouvent après leur déclinaison, bien entendu, au niveau du projet d'établissement. Le projet de service qui s'intitule « Du lieu au lien », et vous allez voir que c'est pas anodin.
Les axes principaux de ce projet, c'est donc améliorer l'intégration des nouveaux résidents, donc qui nous arrivent soit de la rue, soit des centres d'urgence, soit des services sociaux, des urgences des hôpitaux de la ville de Marseille. Le deuxième axe, c'est du lieu au lien, outre le fait qu'ils quittent la rue, il va falloir construire avec eux un nouveau projet de vie, un autre mode de vie et prendre en compte toutes leurs spécificités et ce de manière individuelle. Et le troisième grand axe sur lequel nous travaillons, c'est intégrer l'alcool dans l'accompagnement quotidien, dans une approche de gestion des risques. Donc cette posture que l'on a choisi de prendre est en réflexion depuis 2009, nous au sein de l'institution, où avant on avait adopté une attitude très coercitive vis-à-vis des résidents qui consommaient de l'alcool. Le règlement de fonctionnement interdisait toute entrée d'alcool dans l'établissement et l'alcool qui était entré sous le manteau, c'est comme ça que ça se passe, quand on pouvait le récupérer, il était jeté. Et donc on a commencé à s'interroger parce que on avait quand même pas mal d'actes de violence, des alcoolisations massives à l'extérieur de l'établissement, c'est-à-dire en grande quantité et très rapide. Donc souvent les résidents, soit ils arrivaient à revenir dans l'établissement et dans un état très dégradé, et soi-même on allait les chercher dans la rue parce qu'ils étaient tellement alcoolisés. Et donc là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire de cet état de fait et considérant que quand il y a alcoolisation massive, il y a aussi un comportement inadapté à la vie en collectivité et que les personnes issues de la rue qui consomment énormément d'alcool courent des risques majeurs pour eux-mêmes. Dans la rue, quelqu'un d'alcoolisé peut très facilement tomber sur une route, se faire écraser. Enfin, voilà, il y a un tas de risques. Et puis après, il y a des risques indirects sur, bien entendu, la santé de ces résidents. Alors, pour réussir du lieu au lien, on a mis en place une intégration progressive dont l'objectif, c'est bien de préparer l'admission et on n'a pas de temporalité pour préparer cette admission. C'est quand on aura obtenu le consentement de la personne que cette admission se fera, concrètement. Quand la personne nous est amenée, soit par un service d'urgence ou un accueil d'urgence, elle a la possibilité de venir dans l'institution et de partager des temps collectifs, y compris le repas, et à titre gracieux. Elle vient aussi partager des temps de vie sociale et elle retourne à la rue. Et elle fait ses allées et venues, et après de plus en plus fréquemment, jusqu'au moment où elle va donner son consentement pour dire oui, j'accepte de rentrer en institution. Il faut bien se dire que quitter la rue pour entrer en institution, pour eux c'est une rupture. Et cette rupture leur rappelle la première rupture qui les a amenés dans la rue, de quelque nature qu'elle soit, cette rupture affective, professionnelle. Et donc, voilà, tout ce travail d'accompagnement au consentement est très important et peut prendre plusieurs mois pour une personne. Et une fois que la personne est admise au sein de l'institution, dans l'unité Saint-Roch, qui est mixte, je vous le dis, actuellement elle est mixte, il va y avoir une acculturation réciproque, progressive, lente, et l'objectif étant d'apprendre à se connaître, de s'accepter, accepter pour le nouveau résident les contraintes de l'institution, mais aussi pour les soignants, accepter les comportements, les usages et les pratiques du nouvel arrivant. Et une petite faute là, excusez-moi, et au bout du compte, se faire confiance mutuellement. Et c'est seulement quand on a gagné la confiance que là, un vrai travail de fond va pouvoir s'installer. Alors,
Je vous le disais tout à l'heure, hein, l'importance du réseau. On travaille avec, bien entendu, l'autre établissement de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est un accueil d'urgence qui accueille 245 SDF chaque jour. Une association Habitat Alternative Sociale avec qui on travaille beaucoup parce que les personnes de la rue, à 60 ans, elles en ont 80 physiologiquement, et à 50, elles en ont 70. Et il y a une tranche d'âge 50-60 pour lesquelles il n'y a pas forcément de dispositif prévu pour accompagner. Et donc Habitat Alternative Sociale s'occupe de cette personne-là et met en place des petits dispositifs, et on travaille avec eux notamment sur cette intégration progressive. Et puis nous aussi des séjours de rupture pour les résidents, pour qu'ils aillent dans ces lieux-là, quitter l'institution, et pour pouvoir mieux revenir après. Les accueils de jour, les accueils de nuit et d'urgence de la ville de Marseille, Médecins du Monde et bien entendu le SAMU social qui connaît bien, qui de temps en temps nous ramène nos résidents aussi quand ils se promènent. Alors les spécificités de cette population, hein, d'abord ils sont très jeunes. Ils ont un rapport aux soins qui est très complexifié de par leur passage dans la rue. Ils ont passé des années sans savoir ce que c'était qu'un soin. Le seul soin qu'ils avaient, c'était leur bouteille. Parce que quand ils ont bu, et on a des consommations qui peuvent aller jusqu'à 8-10 litres jour de vin par individu. Donc des consommations massives qui les empêchent de penser, qui les empêchent d'avoir honte, qui les empêchent d'avoir froid, qui les empêchent d'avoir faim, mais qui dégradent fortement au fil du temps tout leur organisme. Et donc il y a un vieillissement beaucoup plus rapide de ces personnes-là. Et quand ils rentrent dans l'institution, le soin, c'est difficile. Pourquoi d'un seul coup on s'occupe de moi, alors que ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que je suis dans la rue et que tout le monde s'en fout. Voilà, donc il y a une approche compliquée là, et il faut vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'acceptation, de refus de soins, d'aller et venir entre les soignants, et des rencontres pluridisciplinaires avec les équipes pour cheminer ensemble et amener petit à petit la personne aux soins. Vous voyez que la moyenne d'âge de l'unité des SDF est de 71 ans, donc elle est jeune. Hein. On a une femme pour 31 hommes, c'est la proportion aussi qu'on retrouve à peu près dans la rue. Hein. Notre unité fait 34 lits, mais la proportion est à peu près la même dans la rue. Donc je vous le disais, une acculturation progressive, où là, la réussite, c'est la clé de l'accompagnement. Hein. C'est bien j'apprends à te connaître et tu apprends à nous connaître, nous aussi, institutions professionnelles. Et l'idée, c'est qu'on chemine ensemble en respectant tes choix, mais de temps en temps en rappelant aussi le cadre, en rappelant les règles, les contraintes de la vie en collectivité. Et voilà. Et cette acculturation, elle prend du temps. Elle prend du temps. Mais une fois qu'elle est réussie, voilà, on a eu quelques reportages où certains anciens, ça fait 10 ans qu'ils sont chez nous, qui ne boivent plus, ou alors une petite cuite de temps en temps, mais se disent, voilà, ici c'est chez moi. Voilà, donc là, et c'est bien la réussite, c'est du lieu au lien. Voilà, vous investissez un nouveau lieu, mais après, par le lien, on va faire un bout de chemin ensemble. Donc on passe ils sont très exigeants hein, quand ils rentrent. J'ai des exemples par exemple qui me viennent à l'esprit. J'ai droit à. Tout ce qu'ils n'ont pas eu, ils y ont droit. Et donc il faut leur expliquer que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et à titre d'exemple, un des anciens de la rue nous disait qu'est-ce que c'est? J'ai une couverture, il y a un trou de cigarette dedans. Aux grandes dames, comment ça se fait? Et ça renvoie pour eux au non-respect et à la perte de la dignité. Ils ont donné dans ce domaine-là quand ils étaient dans la rue. Et donc là, tout ce qui peut leur rappeler cette perte de dignité, c'est pour eux quelque chose de très douloureux. Donc il faut être très très vigilant aussi. Mais ils n'ont pas non plus droit forcément à plus que les autres. On est dans une institution, il y a un caractère collectif, il y a un règlement de fonctionnement. Voilà.
L'autre spécificité de ces résidents-là, c'est bien entendu l'addiction, hein. On a eu quelques résidents très jeunes. On a des dérogations à l'âge, hein, par le conseil départemental maintenant, on dit plus général, à l'aide sociale pour des personnes de 52 ans, qui étaient vraiment dans un état avec des consommations énormes, énormes quand ils étaient dans la rue. Et puis des personnes qui vous disent, mais moi je veux boire, je veux continuer à boire. Je sais que ça me détruit, mais ça fait rien. Je veux continuer à boire. Donc voilà, c'est une dimension à prendre en compte de manière tout à fait particulière. Et puis, ce qui est très très important, c'est la liberté d'aller et venir. Ça, c'est incontournable. Les résidents le savent, ils quittent l'institution, ils reviennent, il y en a qui continuent à faire la manche aussi pour arrondir leur fin de mois. Ils reviennent à 22, 23, 2 heures du matin. Leur plateau repas est gardé, leurs médicaments sont là, qui les attendent. Et ces allées et venues sont tout à fait tolérées. Ils sont chez eux. À partir de là, ils ne sont pas sous protection juridique, hein, c'est pas des sous mandataires judiciaires, donc ils ont la capacité d'être responsables de leurs actes et donc pour qu'ils sentent, il faut qu'ils sachent qu'ils puissent revenir. On a des exemples, on aide aussi certains d'entre eux à gérer leur argent de poche. Au début, on ne savait pas, mais on leur donnait leurs 100 euros en début de mois. Pendant une semaine, ils se saoulaient avec les copains dans la rue, ils retournaient, puis ils revenaient, puis après, ils n'avaient plus d'argent ni pour boire, ni pour fumer. Et ça c'était compliqué. Et donc, on a instauré, mais d'un commun accord, on contractualise avec eux, on a instauré donc le principe d'une aide à la gestion et on leur donne une partie chaque semaine. Ce résident, il touche un quart chaque semaine, et ben, il part avec ses copains dans la rue, 2 jours, et puis il revient dans l'institution. Voilà. Donc ça, c'est aussi faire preuve de tolérance. Les soignants, ce qui est très très difficile, c'est qu'on n'est pas dans un accompagnement et une prise en charge traditionnelle de personnes âgées, bien plus âgés, avec des besoins totalement différents, des usages totalement différents. Donc là, il faut réapprendre, hein, et il faut faire preuve de beaucoup de créativité pour donner des réponses, mais toujours en restant dans le cadre, parce qu'on est une institution et un collectif où il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont quand même pas. Donc beaucoup de créativité, d'adaptabilité des professionnels qui les accompagnent, particulièrement les aides-soignantes, hein, qui ont un rôle majeur dans l'accompagnement de ces personnes-là. Et le premier lien de confiance, ça va être avec elles. Hein, ça va être avec elles. Et bien entendu, par toutes ces modalités de liberté, toutes ces modalités d'accompagnement, c'est de faciliter donc l'ancrage. L'idée, notre objectif, c'est qu'ils finissent, qui terminent leur vie le moins mal possible, voilà, par rapport à ce qu'ils vivaient avant dans la rue, où bien souvent l'admission fait suite à le consentement est une acceptation de la contrainte de l'institution, parce que dans la rue ils sont en insécurité, ils commencent à vieillir, à avoir froid, etc. Donc là, je ne peux plus, donc j'accepte. Mais c'est une acceptation, voilà, contrainte quelque part. Alors, l'alcool. L'alcool était une problématique, je vous l'ai dit en introduction, là, assez majeure pour nous, puisque elle générait des comportements extrêmes des résidents alcoolisés. Alors, il y avait les résidents qui consommaient dehors, il y avait les résidents qui se faisaient ravitailler, il y avait les résidents qui consommaient à l'intérieur en cachant les bouteilles. Et on avait extrêmement, et particulièrement au temps du repas, beaucoup d'actes de violence où on était obligé physiquement d'intervenir pour séparer les belligérants. Donc on a commencé un petit peu à réfléchir, et c'est ça, ce long chemin réflexif. Et puis en fait, ce sont les résidents qui nous ont donné le chemin. Et particulièrement 3 expériences de fin de vie, sur des personnes à grosse consommation d'alcool.
Et on a commencé à modifier nos représentations, notre regard sur la consommation d'alcool excessive. Et les résidents en fin de vie, on a puisé. Il y en a un, il nous a dit, moi je veux continuer à boire. Je vais mourir bientôt, je le sais. Maintenant, de toute façon, c'est irréversible et trop tard. Donc, et puis je veux continuer à boire. Pour moi, c'est important. Donc au début, vous imaginez la position des médecins co, des médecins traitants, ils sont là pour soigner. Bien sûr, il ne faut pas boire parce que c'est ça qui tue. On vous donne des médicaments. En termes de représentation et des équipes soignantes, c'était très très compliqué. On leur dit, vous accompagnez, en fait, vous les aidez à mourir, quoi, quelque part, en tolérant qu'ils boivent. Mais il faut savoir, et toutes les études sur cette question sont claires, hein, la suppression brutale d'alcool est encore plus catastrophique sur la santé que de continuer à boire. Alors, bien entendu, pas dans les mêmes proportions, et tout l'objet de l'approche de la gestion des risques va être justement dans cette régulation de la consommation et copartagée, co-contractualisée avec le résident. Mais l'objectif, c'est plus de l'interdire de boire. Donc on a commencé cette réflexion en 2009, hein, et petit à petit, voilà, on a évolué. On a un espace éthique au sein de l'établissement qu'on a saisi. On a fait venir un addictologue, 2 psychiatres exactement, qui sont intervenus. Alors ça, c'était l'approche très classique de l'addictologie. On enferme, on donne des traitements de substitution, 2 mois, il n'a pas bu, il sort, la première chose qu'il fait, il s'en prend une bonne. Voilà. Donc, je crois que statistiquement, 92% des cures sont des échecs. Donc, c'est pas le bon bout non plus pour arriver à quelque chose. Et puis, on est aussi dans notre philosophie, nous, sur le respect des choix de chacun. Et voilà, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui font que courir, il y en a qui... Voilà, des addictions, il y en a plein. Donc on a interrogé aussi un anthropologue spécialisé sur les grands marginaux dans la rue et qui nous accompagne encore aujourd'hui et qui nous a fait réfléchir sur cette méthodologie d'approche de la gestion des risques. Et l'idée, elle est relativement simple à évoquer, c'est premièrement, vous courez des risques à titre personnel pour votre santé et deuxièmement, vous courez aussi des risques parce que vous êtes dans une institution, il y a des règles à respecter, il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc il va falloir qu'on régule ensemble de manière à ce que sur ces 2 aspects-là, vous couriez moins de risques. Alors, on a fait des formations et cet anthropologue et mène encore aujourd'hui des formations. On a toujours des formations sur cette question-là pour les équipes et des formations pluridisciplinaires où la psychologue, les médecins co, les infirmiers, enfin, tout le monde, la direction aussi est concernée par cette formation. Il y a ce qu'on appelle une zone de confort, c'est-à-dire qu'à une certaine consommation, il y a du manque. Consommation, zone de confort. Au-delà de la zone de confort, comportement inadapté et risque majeur pour la santé. Donc l'idée c'est d'évaluer la consommation initiale. Quand quelqu'un vous arrive à 8-10 litres jour, c'est pas simple, et on ne peut pas du jour au lendemain arrêter. Donc on va essayer de réduire, de déterminer où est sa zone de confort et essayer de ne pas lui faire dans un premier temps déborder de cette zone-là, de manière à ce que ces comportements restent adaptés, le sentiment de manque et de mal-être ne soit plus là, et aussi de respecter son choix de boire. C'est peut-être tout à chacun, on a peut-être des petites choses qu'on aime bien faire et que pourquoi on m'empêcherait de le faire parce que je suis dans une institution. Voilà. Donc tout ça a amené bien entendu un changement fondamental dans les pratiques, dans notre regard, dans nos représentations, et on y associe les médecins traitants, hein, des résidents. On a une 40aine de médecins traitants qui interviennent.
Et sur la fin de vie, oui, on est même allé jusqu'à protocoliser l'apport de vin. C'est-à-dire on a choisi avec le résident le vin qu'il voulait. On a pris un beau verre à vin. On a pris quelques petits toasts. Et le matin, l'aide-soignante, à 10 heures, allait passer une demi-heure avec la personne, avec le verre de vin. Des fois, il buvait, des fois, il trempait les lèvres, mais des fois, il ne buvait pas du tout. Mais il avait son verre de vin. Voilà. Un autre résident, en fin de vie aussi, et ça a été très, très formateur pour nous, il voulait tous ces petits carafons. On leur donne du vin à midi. Hein. Ils ont droit, les résidents, 25 cc de vin par... sauf contre-indication majeure médicale, notamment pour les psys avec des traitements neuroleptiques, là on évite. Mais sinon, ils ont droit à 25 cc. Et lui en fin de vie, il buvait pas, mais il avait tous ces petits carafons dans sa chambre. Ils étaient là, il était sécurisé. Il avait son environnement. Et donc, voilà, ces expériences et un autre qui nous a... Deux autres, ouais. Un qui est resté pas longtemps chez nous, 3 mois, et il est mort, mais lui, il avait dit je bois, et les médecins avaient dit non, hors de question de boire. Il a créé un petit réseau en interne, et il envoyait quelqu'un faire des courses, il le payait, et puis il buvait quand même. Et puis un autre résident qui nous a clairement dit, on a fait des rencontres pluridisciplinaires, etc. Et il nous a dit, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, moi je veux boire. Voilà, je veux boire. Donc après on a été sur, oui, d'accord, mais attention surtout à vos comportements et quand vous êtes hyper alcoolisé, au risque que vous courez pour vous-même. Et on travaille toujours là-dessus, toujours. On stigmatise pas, on considère pas ça comme une maladie. Enfin, il y a une approche vraiment tout à fait spécifique. Donc chaque résident aujourd'hui dans l'unité bénéficie d'un suivi tout à fait individualisé quand il est consommateur d'alcool. On a eu même sous l'ancien régime, l'ancien système coercitif, on a eu aussi des personnes qui ont complètement arrêté de boire, hein, ou qui ne boivent plus qu'une fois, 2 fois, même pas une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Il y a eu aussi donc, des réussites, même avec l'autre système. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, on analyse les consommations quotidiennes, on les mesure et on discute tous les jours, avec le résident sur ses consommations, là où il en est. On fait des réunions de synthèse pluridisciplinaires spécifiquement sur ce thème-là de l'accompagnement des personnes en situation d'addiction. Et il y a un résident, il nous disait, je veux mes 8 canettes de bière par jour. Je les veux. Alors après, on a négocié, on lui dit, oui, mais on va plus prendre des canettes de 50, on va prendre des 33. D'accord ? Et après, bon, les canettes, elles sont à 8-10 degrés, on va les prendre à 5. Et donc, on a négocié avec lui comme ça, et on a réussi petit à petit, parce qu'il avait accepté d'arrêter complètement de boire, mais ça n'a pas tenu plus de 3 semaines. Et pourtant, il était très très malade. Et donc, on a, avec l'accord des médecins et de son médecin traitant, il a accepté, on a remis en place des consommations, mais moins de quantité, moins d'alcool, mais il avait toujours ses 8 canettes. Voilà, c'est un peu ça la gestion de l'alcool qui permet de réduire les consommations et donc les risques, en sachant que quelqu'un qui boit 9 litres par jour et vous arrivez à 2 litres par jour, certes, on n'est pas dans les statistiques souhaitées par l'OMS, hein, mais je pense que là, on a fait un bon bout de chemin pour lui réduire ses risques et qu'il vive mieux. Voilà, 9 litres, 2 litres, la diminution est énorme. Donc on réalise ces réunions de synthèse aussi, où on invite, quand il y a des mandataires judiciaires, il y a des médecins traitants, il y a les médecins co, les infirmiers, les aides-soignantes et le résident. Tout le monde y est là. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une dimension très 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 fortement intégrée dans le projet de vie de la personne. Et on a même modifié notre règlement de fonctionnement. Alors, j'ai pas précisément l'article là dans
dans mon slide, mais si vous allez sur Fondation Saint-Jean-de-Dieu, vous tapez EHPAD Saint-Barthélemy, vous trouverez notre règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, etc. Et on contractualise, donc on a modifié notre règlement de fonctionnement sur l'article spécifique de la consommation d'alcool, en introduisant une autorisation de boire dans certaines conditions, etc. Mais avant, on était dans l'interdiction totale. Et bien souvent, sur les contractualisations que l'on fait avec le résident, on inscrit ça aussi dans le contrat de séjour. Hein, c'est aussi inscrit dans le... Alors, on a mis en place là, parce que l'idée aussi, c'est d'apporter un témoignage pour dire, mais voilà, ces personnes issues de la rue, elles vieillissent et elles ont le droit d'aller aussi dans des maisons de retraite, des EHPAD. Et il faut être en capacité de les accueillir et accepter un certain nombre d'éléments. Donc on a mis en place un comité de pilotage alcool, dont vous voyez les missions à l'écran. Et de manière, le point important, c'est l'objectivation des données issues des réunions que l'on fait mensuellement, et de manière à ce qu'après on puisse apporter un témoignage en disant c'est possible, c'est possible. Alors, je vous laisse découvrir sa composition, hein, et on a bien sûr un régulateur qui est cet anthropologue-là, et qui lui est permanent dans cette instance, et c'est lui qui assure aussi nos formations. Donc là, c'est très très important d'avoir au sein de l'institution vraiment une démarche collective. Il faut que tous les professionnels comprennent le sens de la démarche, modifient leur représentation en lien avec l'alcool, et derrière soit partie prenante sur ce projet-là de laisser boire. L'idée à terme dans notre institution, et particulièrement dans l'unité Saint-Roch des SDF, c'est de faire un coin bistrotier. C'est un peu provoque, on va dire, mais voilà, c'est l'idée. Et on organise aussi des journées de réflexion, et on va recevoir bientôt un médecin d'un service de soins palliatifs qui a instauré un bistrot dans son service. Parce que même les gens en fin de vie, une petite douceur, ça fait pas de mal. Voilà, autre axe de travail aussi pour aider à la gestion des risques liés à la surconsommation d'alcool, c'est l'activité rémunérée au sein de l'établissement. Et on est tout à fait convaincu. Alors, on appelle ça l'occupationnel, hein, c'est un terme qui est vieux dans notre secteur, et particulièrement dans le secteur de la psychiatrie, mais c'est s'occuper, combler le vide, ça c'est très 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 important. Dans la rue, ils étaient toujours actifs, c'est recherche d'un coin pour dormir, recherche de quoi manger, rechercher à boire, se protéger. Donc ils avaient une activité constante. Là, ils se retrouvent dans un milieu sécurisé, ils ont à manger, et donc, pof, ils se retrouvent dans le vide. Et le travail au sein de l'institution, la possibilité de leur donner un travail au sein de l'institution, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bénéfique dans l'accompagnement. Alors c'est les espaces verts, c'est la buanderie, il y en a un, il prend toutes les dames en fauteuil roulant, il les amène au salon de coiffure, il y en a un autre, il répare les fauteuils roulants, il y en a un autre, voilà, il y a un tas d'activités possibles, d'autres qui participent à la gestion de la vie quotidienne, mettre la table, débarrasser, voilà, des choses simples, mais je retrouve une utilité sociale et donc une identité. Voilà, j'existe pour moi, mais aussi pour les autres. Voilà, c'est très 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 important pour ces personnes qui ont connu l'exclusion, l'immense solitude, qu'elle soit professionnelle, cette exclusion familiale et sociale. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen d'obtenir de l'argent et donc de pouvoir subvenir aux besoins quotidiens, tabac, alcool notamment. Alors pour certains résidents, c'est nous qui achetons l'alcool, nous le mettons dans un endroit non fermé à clé, mais sécurisé quand même pour que d'autres résidents ne viennent pas se servir. Certains résidents ont leur frigo avec leur litre de vin à l'intérieur, 1 litre donné, etc. Donc
voilà, le travail a une double, voire triple utilité. Alors très rapidement, voilà, j'en ai terminé sur les exclus particulièrement. Nos deux gros projets là actuellement, c'est l'accueil des sortants de prison, à 4 modalités, avec comme leitmotiv dans l'accompagnement, c'est le droit à l'oubli et à la non-stigmatisation. Donc 4 modalités, parce que vous avez les sortants de prison qui ont fini leur peine, vous avez les sortants de prison en aménagement de peine, vous avez les sortants de prison en aménagement de peine avec bracelet, et les personnes en suspension de peine pour raison médicale. Voilà, donc on a déjà une expérience, hein, on en est au 9e, mais là on a un projet plus important de création d'une quarantaine de lits pour les accueillir. Et puis l'accueil de personnes handicapées vieillissantes, qui est un besoin sur un territoire, et puis ça se fait en partenariat avec un gros établissement public géré par le conseil départemental. Juste sur les prisons aussi, on a ces problèmes d'addiction aussi, hein, sur les personnes sortant de prison, hein, malgré, je dirais, peu importe la durée d'incarcération, on a aussi là des problématiques d'addiction et des problématiques psychiatriques aussi, parce que la prison, ça esquinte beaucoup. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci. Merci. Alors, j'ai pas écouté tout, je suis arrivé un peu après. Est-ce que vous avez parlé de l'addiction aux drogues, des choses comme ça? Aujourd'hui, dans la population des personnes âgées, on n'a pas encore... on a eu l'expérience, nous, d'un cas, mais qui nous venait de psychiatrie, qui avait fait un peu de rue aussi, qui était atteint du sida aussi, hein, et qu'on a gardé, qui était dérogataire à l'âge, 58 ans, et qui consommait, ouais, du cannabis. Mais pour l'instant, on n'a pas été confronté encore de manière significative à cette problématique-là. Mais je pense que je ne sais pas quand ça va arriver. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre addiction que l'alcool, le tabac? Le tabac, oui. Ouais, le tabac, c'est quelque chose. Alors, l'addiction au tabac en psychiatrie, c'est quelque chose de très très marqué. On fait une gestion du tabac au jour le jour, cigarette par cigarette, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la consommation. Un schizophrène, un vieux chronique stabilisé, vous l'empêchez de fumer, il n'a plus rien fumé, c'est de la décompensation derrière. Donc même les médecins disent il vaut mieux qu'il fume. Il vaut mieux qu'il fume. Voilà, donc pour l'instant, c'est les deux addictions principales auxquelles on est confronté, quoi. Merci. Et comment gérez-vous les problèmes affectifs et sexuels, la sexualité? On a parlé de liberté tout à l'heure, de la même façon. Voilà, et malgré qu'on ait été confronté à des situations qui auraient pu être caractérisées comme des abus, hein, et pour lesquelles on a même fait partir une résidente de l'institution, elle était limite sur des pratiques de prostitution. Mais les résidents ont droit à une vie affective et tout ce qui va avec. Donc, bien entendu, ça reste dans le respect des autres, puisqu'on est dans du collectif, mais en même temps, voilà, nous, on a un regard bienveillant. Vous avez des traitements, par exemple, notamment le traitement Parkinson, qui est un traitement désinhibiteur majeur, et qui peut provoquer chez la personne qui prend le traitement des comportements très très tournés vers la sexualité. Donc là, on le sait, on reste vigilant et
Mais sinon, ils ont la liberté d'aimer qui ils veulent dans l'institution. Et on a des couples qui se forment. Et comment se fait l'orientation des personnes vers votre établissement? Qui les oriente vers vous? Alors, pour tout ce qui est de la psychiatrie, c'est les établissements sanitaires psychiatriques, hein, avec qui on a des conventions, hein, cliniques privées, hôpital public. Après, pour les personnes issues de l'errance, c'est tout le monde social et d'accompagnement dans la rue, plus les services sociaux des urgences. Et là, on a eu quelques expériences où, notamment, je me rappelle d'une dame qui est arrivée aux urgences parce qu'elle habitait dans un container et elle s'est fait mordre par un rat. Et donc, elle est arrivée aux urgences, elle s'est faite soigner, puis après, les urgences, ils ont dit, mais on la remet dans la rue. Donc là, on est identifié, nous, quand même, sur Marseille, hein, sur des populations âgées comme ça. Souvent, le Conseil général et l'ARS aussi, départemental, pardon. Sur des cas complexes et de rue, voilà, nous interpellent et nous demandent aussi de les prendre. On fait de l'urgence sociale aussi. Hein, on a eu des cas où des personnes âgées de 82 ans, sa maison a brûlé, elle n'a plus rien. Donc là, on nous appelle et bien sûr, on accueille. C'est une de nos valeurs, l'hospitalité. Donc on la met en œuvre autant que faire se peut, le plus possible. Voilà. Mais les orientations, c'est en gros ça. Et pour la filière Alzheimer, c'est l'établissement public, là, géré par le conseil départemental, de 600 lits, et qui a lui, un moyen séjour Alzheimer, un secteur d'évaluation, etc. Et qui après nous envoie les résidents. Voilà. Mais on remplit. On a une forte pression du psychiatrique aussi sur les moins de 60. Fin 2012, 30% de nos demandes étaient des moins de 60 ans. Et c'était Alzheimer, psychiatrie et la rue. Donc il y a une réelle difficulté sur la tranche 50-60 en termes de dispositifs sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui. Il n'y a pas assez de lits dans certains dispositifs. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment étaient organisés les lieux. C'est-à-dire que, parce que vous avez plusieurs fois parlé de représentation, et donc c'est vrai que il y a à la fois une sorte de représentation qui pourrait s'apparenter à du domicile finalement, puisque vous procurez du domicile, quelque chose d'un peu résidentiel, et en même temps vous êtes dans une organisation, oui. Institution, oui. etc. Voilà. Donc je me demande comment vous arrivez à, dans les lieux, dans l'organisation des lieux, traduire un peu ces différentes palettes de types d'espace. C'est-à-dire que quel est le modèle implicite ou voilà, enfin, est-ce que ça renvoie à quelque chose de très collectif ou de type foyer, ou est-ce qu'il y a une part qui ressemble plus à du logement mais avec des, vous voyez, comment ça s'organise? Alors on a 230 chambres, 15 chambres doubles qui sont normes EHPAD. Hein. Après on a structuré, comme je vous l'ai dit, les unités de vie en fonction des profils et des pathologies. Il faut savoir que les gens qui ont 40 ans d'hospitalisation psychiatrique, là aussi on fait une intégration progressive aussi, hein, sinon il y a des compensations. Quitter un hôpital psy après 40 ans pour un autre lieu, et pour un lieu de vie et plus un lieu de soins, c'est très particulier, donc ça s'accompagne et ça se prépare. Donc on a un très grand établissement, on a 7 hectares, on a une ferme, voilà, on a des grands espaces extérieurs, et après chaque unité de vie, 60 chambres, 40 chambres, des salons, il n'y a pas d'architecture, je dirais, particulière. Hein, c'est plus dans l'esprit de l'accompagnement où on va singulariser et particulièrement la chambre, hein, où là, le résident, il fait à peu près ce qu'il veut, sauf quand il veut planter des clous, il essaie. Mais bon, il y en a qui se débrouillent sans nous, ils s'organisent. Mais voilà, le lieu d'habitation privée, c'est vraiment la chambre.
Voilà, mais il n'y a pas une architecture particulière. On a un grand bâtiment qui a 160 lits, qui est en U comme ça, et derrière collé la chapelle qui date de je ne sais quand, 1899, ouais. Mais voilà, donc il n'y a pas une architecture particulière. L'unité Alzheimer est détachée et l'autre unité de 31 lits aussi est détachée. Voilà, il n'y a pas de... Mais je pense que c'est et dans l'esprit et dans les projets de service aussi, où chacun a sa spécificité. L'unité Saint-Benoît, 66 lits de psychiatrie, sur 3 niveaux. L'idée, ça va de faire une maison par niveau. Et donc, il va y avoir une salle à manger par niveau. Voilà, donc, on va reconfigurer les locaux, faire des travaux pour pouvoir aller vers ça. Mais l'accompagnement est hyper important. On est un lieu de vie avant tout où le soin est support. Voilà, c'est pas l'inverse. Alors, on est médicalisé, certes, mais c'est d'abord la vie sociale qui nous intéresse. Voilà. Et je crois que de remplir... on a je vous dis des vues. Je me souviens un schizophrène bien malade qui nous a dit: je veux aller voir tel film au cinéma. Donc on l'a emmené au cinéma. Il y en a d'autres qui veulent aller à la pêche, on les emmène à la pêche. Il y en a qui veulent aller au restaurant, on les emmène au restaurant. Il y a un de l'unité SDF qui nous... Je veux aller au restaurant, je veux manger un tartare. Ben, quand il va au restaurant, il s'enfile 2 tartares. Il boit son pastis et 2 tartares et 2 verres de rosé. Et il est heureux. Voilà, le tout, c'est des petites choses comme ça, mais c'est de retrouver la vie comme tout un chacun, quoi, et se sentir réhabilité parce qu'ils ont droit aux mêmes choses que les autres, quoi, malgré leur parcours chaotique. Merci.